Bien, bonjour à toutes et à tous, et merci encore d'être présents ici. Pour animer cette table ronde, il se trouve que je suis en ce moment en train de lire un ouvrage, enfin un livre très intéressant qui s'appelle Le ventre des villes, qui est écrit par une auteure architecte et dans lequel elle essaye par une approche historique, mais que je trouve aussi être une approche assez cycle de vie, puisqu'elle décrit depuis la production des aliments jusqu'au traitement des déchets dans les villes, elle décrit l'évolution finalement historique et surtout comment les villes se structurent aussi par la manière dont leurs habitants s'alimentent. Dans cet ouvrage, on voit bien, ce qu'on sait déjà, c'est que les villes se sont construites en éloignant la production agricole de leur centre. Et en voyant ce qui vient d'être dit ici, on se rend compte que, heureusement, on sent un frémissement d'un léger retour de balancier, puisque les villes réintègrent la production agricole donc en leur sein par différents projets dont vont témoigner les participants à la table ronde ici. Et effectivement, donc, cette table ronde vise finalement à mettre en lumière le parcours des partenaires historiques, comme ça a été dit par Christine, des partenaires historiques de la chaire, puisque tous sont membres depuis 2018, leur parcours au sein de la chaire et nous expliquer finalement l'aventure qu'ils ont vécue avec elle. Je sais que tous sont animés par la question comment nourrir la ville de demain. Donc c'est une question qui est commune à tous. Nos invités auront donc l'occasion de témoigner pendant cette table ronde de la manière dont leur mission à eux inclut cette question de l'agriculture urbaine et de la durabilité alimentaire. Nous profiterons des échanges avec eux pour partager les enjeux qui les ont emmenés à s'associer aux travaux de la chaire, les réalisations qui ont été faites et on espère les succès qu'ils en ont tirés, mais aussi leur vision de la perspective et de l'avenir de la relation avec la chaire. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Adeline Renat, donc de la Fondation Carrefour, Lorraine Collonge de la métropole Grand Paris et de la ville de Paris, Magali Massot et Jacques-Olivier Blade. Alors bienvenue et merci d'être aujourd'hui avec nous. Alors pour entamer nos échanges, je vous propose de faire un premier tour de table. On va en faire deux, comme ça, ça va donner la parole aux uns et aux autres en plusieurs temps. Donc un premier tour de table pendant lequel chacun, alors je vais dire rapidement comme ça c'est dit, nous fait une présentation de son organisation et du contexte général dans lequel son organisation s'implique sur ces questions de l'agriculture urbaine et puis s'implique avec la chaire en particulier. Je vais commencer par la Fondation Carrefour. Donc, Adeline, on sait que la Fondation Carrefour est animée par la mission d'agir en faveur de la transition alimentaire solidaire. Et donc, ma question, c'est comment cette mission trouve écho dans des projets d'agriculture urbaine et dans les thèmes portés par notre chaire que nous célébrons aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Doudja. Donc, je suis Adeline Renat, je suis en charge des partenariats France au sein de la Fondation Carrefour. Et nous sommes partenaires depuis le début de la chaire à agriculture urbaine. Peut-être pour remettre un petit peu de contexte, je peux vous expliquer ce qu'est la Fondation Carrefour et ce que nous faisons. Nous avons une mission d'intérêt général en faveur de la transition alimentaire solidaire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on va soutenir des projets qui vont favoriser en fait, l'accessibilité de l'alimentation à des personnes qui peuvent être en situation de précarité, mais pas que. Comment ça s'exprime ? Ça s'exprime à travers 3 programmes qu'on a. Le premier, c'est l'agriculture durable et solidaire, dans lequel on a par exemple la chaire d'agriculture urbaine, on a l'anti-gaspillage solidaire et on a l'engagement sociétal. La Fondation, c'est 23 années d'existence. En 23 années d'existence, on a soutenu plus de 1200 projets sur ces thématiques-là. On a aussi un fil conducteur qui est l'aide d'urgence.
on a soutenu des projets en réponse à des catastrophes naturelles, comme par exemple le séisme en Turquie ou au Maroc, mais aussi pour lutter contre la précarité alimentaire, notamment avec l'inflation, comme on peut constater aujourd'hui. Ça représente à peu près 19 millions d'euros depuis la création de la Fondation. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On a un soutien financier, certes, mais pas que. En fait, on aime co-construire les partenariats. On aime co-construire et l'idée aussi, c'est d'apporter une expertise et en fait de créer des liens entre les différents partenaires qu'on peut avoir. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec la chaire en tout cas. Pourquoi la chaire d'agriculture urbaine? C'est une longue histoire et Christine, elle nous l'a gentiment rappelé. C'est vrai que l'histoire, elle remonte à 2015. Et la question de l'agriculture urbaine, en fait, pour la Fondation, ça a toujours été important parce que, comme Christine a dit et comme Doudja également l'a rappelé, l'agriculture urbaine, ça permet aussi de rendre accessible une alimentation saine, de qualité. Et en fait, ça permet de rendre ça accessible à tout à chacun qui vit en ville et qui aujourd'hui a cette dimension-là qui est assez éloignée, en fait. Pourquoi la chaire d'agriculture urbaine aussi c'est aussi une histoire de recherche et de mettre à disposition, en fait, les connaissances à toutes et à tous. Il y a le réseau OPA qui est animé, il y a des projets de recherche comme l'outil que Paola a créé, je ne sais pas si je pense qu'elle est là, mais je ne la vois pas. Et en fait, ça permet de diffuser et de rendre ça accessible à tous et à toutes, parce que c'est pas forcément évident, l'agriculture urbaine, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Et on trouve ça super important de rendre ça accessible. Voilà un petit peu les raisons pour lesquelles on a souhaité aller là. Et puis il y a aussi toute l'animation le réseau OPA, j'en ai parlé. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup. Bien, donc maintenant je vais donner la parole à Lorraine, et donc de la métropole du Grand Paris. Alors Lorraine, la métropole, c'est 131 communes, me semble-t-il, à mettre toutes en mouvement ensemble autour de divers projets. Et parmi ces projets, il y a le plan alimentaire métropolitain, pour lequel une des ambitions est de soutenir le développement d'une agriculture urbaine durable en lien avec les terres agricoles voisines. Donc ça, c'est important à mon avis. Et donc voilà, je vais vous demander si vous aussi, vous pouvez nous en dire plus sur l'ambition de la métropole du Grand Paris et comment est-ce que la chaire y participe. Merci beaucoup Doudja. Merci beaucoup aussi à la chaire pour l'organisation de cet anniversaire. Et je commencerai par vous souhaiter un joyeux anniversaire, du coup. Alors, je vais peut-être refaire un petit peu d'histoire aussi, puisque l'émergence du plan alimentaire métropolitain est très liée à notre partenariat avec la chaire, et il y a une temporalité assez proche. Ce que je vais vous raconter, en fait, je ne l'ai pas connu puisque je suis arrivée à la métropole du Grand Paris fin 2021, en tant que chargée de mission agriculture-alimentation. Et c'était un poste nouveau sur des sujets qui étaient relativement nouveaux aussi pour la métropole du Grand Paris. Et donc cette histoire, elle a commencé en fait en 2018. Donc en parallèle de la structuration de la chaire, il y a 5 ans et 2 ans après la création de la métropole du Grand Paris, qui est du coup l'institution qui rassemble les départements de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, ainsi que quelques communes de l'Essonne et Argenteuil dans le Val d'Oise, et bien sûr la ville de Paris. Donc ce sont, comme tu l'as dit, 131 communes et une institution nouvelle qui a commencé par élaborer un plan climat-air-énergie métropolitain qui a été adopté en 2018 et qui a permis en fait de mettre à l'agenda la question de l'alimentation, à l'agenda politique de la métropole à ce moment-là. Et donc en parallèle de la création de cette chaire.
Et en fait, ce qui a permis cette avancée, cette première étape, c'est qu'on a bien vu le poids de l'alimentation au sens large dans le bilan carbone de la métropole. C'est 20% des émissions de la métropole. C'est une part qui est en plus sous-estimée puisqu'on connaît les débats sur les méthodes de calcul des bilans carbone. Donc voilà, on se rend compte de la tâche à accomplir à ce moment-là. À l'heure où c'est encore un sujet nouveau, on l'a dit, dans les grandes aires urbaines, l'agriculture a été largement reléguée au premier, deuxième, millième plan, dans le meilleur des cas, et sinon considérée comme un gisement à l'urbanisation. Donc on ne questionnait pas du tout ces questions d'alimentation, on ne questionnait pas non plus les façons dont les villes s'approvisionnaient. D'où viennent les aliments qu'on mange, comment ils ont été produits, par qui, dans quelles conditions sociales, économiques, environnementales. Ça n'était pas du tout un sujet de politique publique, en tout cas il y a encore peut-être 10 ans ou 20 ans en arrière, à part peut-être dans quelques collectivités motrices ou territoires comme en Bretagne, en Auvergne-Rhône-Alpes, où on a l'exemple célèbre de Mouansartou évidemment, ou encore la ville de Paris, où j'ai d'ailleurs eu la chance d'être formée par deux des personnes qui sont assises à mes côtés et qui se sont emparées de ces questions-là il y a bien longtemps. À la métropole, en 2018, ça commençait en fait à se structurer dans les territoires, dans les communes, grâce à des locomotives comme l'appel à projet pariculteur ou la loi Egalim en matière de restauration collective qui ont contribué à faire avancer les choses, mais ça s'était porté quand même de manière dispersée. Et puis, pour vous en dire un peu plus sur la façon dont la métropole s'en saisit, notre légitimité d'action, on la trouve en fait dans l'accompagnement des communes. On se définit comme la métropole des maires, et donc notre force, elle est d'abord dans le rééquilibrage territorial. Entre des communes des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de disparités sociales et environnementales. Donc on cherche à impulser des nouveaux projets, à accompagner par de la mise à disposition de ressources par exemple, et puis à mettre en réseau, coordonner. Et donc forcément tout l'intérêt de la chaire qui se structurait à ce moment-là, on l'a vu très rapidement, c'était créer cet espace d'échange public-privé, milieu académique, qui était très riche, qui a alimenté cette impulsion sur les sujets d'agriculture urbaine et d'alimentation, et puis aussi qui a renforcé la légitimité de ces sujets qui sont très complexes, très politiques, et qui demandent un décloisonnement des compétences quand même assez important. Et donc finalement, je suis très heureuse d'être là parce que la chaire est un partenaire à la fois historique et stratégique, puisque elle vient en soutien à la construction d'une politique publique métropolitaine en matière d'alimentation et d'agriculture. Et depuis le tout début, ça a commencé en 2019 avec la définition de grandes orientations, dont celle que tu évoquais, Doudja. Le soutien à l'agriculture urbaine, bien sûr, en coopération avec les autres territoires, puisque on est la métropole la plus dense d'Europe et on n'a que 2% d'espace agricole, donc il faut une solidarité avec d'autres territoires. Et puis, au fil de l'eau, alimenter la connaissance, les diagnostics métropolitains sur ce sujet-là. Participer cette année à la concertation multi-acteurs qu'on a pu organiser. Et puis, en cette fin d'année et d'ici l'année prochaine, la construction du programme d'action, donc le plan alimentaire métropolitain, qui sera notre future stratégie. Et donc qui englobe beaucoup de sujets. L'idée, c'est d'analyser le système alimentaire métropolitain tel qu'il fonctionne et de construire un récit pour ce qui doit être dans les prochaines années. Voilà. Merci beaucoup Lorraine. Donc maintenant je me retourne vers la ville de Paris. Lorraine l'a dit, la ville de Paris s'est engagée depuis longtemps et même Audrey Pulvar l'avait également souligné au début sur beaucoup de projets et depuis plusieurs années en lien avec l'alimentation durable, l'inclusivité et la résilience. Vous y participez tous les deux. Avec des prismes différents, puisque Jacques Olivier, vous êtes plus, j'allais dire, agriculture urbaine, et Magali Massot, elle, est plus alimentation durable. Donc voilà, je vais vous demander de nous
parler effectivement de ce que signifient donc, ces termes-là pour la ville de Paris et le lien que ça peut avoir avec toujours la chaire que nous célébrons aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Donc, moi, je travaille, Magali Massot, je travaille à la division alimentation durable, qui est située au sein de l'Agence d'écologie urbaine, à la direction des espaces verts et de l'environnement. Donc, on travaille avec Jacques-Olivier Blette dans la même direction, mais en effet sur une politique publique globale, et puis chacun a ses spécificités. Donc, côté division alimentation durable, en effet, la ville de Paris s'est mobilisée très tôt et a notamment voté une stratégie de Paris pour une alimentation durable en 2018. Donc c'est dans le cadre de cette stratégie de Paris pour une alimentation durable qui a un volet aussi sur l'agriculture, sur l'agriculture urbaine notamment. Et donc au sein de la division alimentation durable, on est un peu plus de façon générale sur toutes les questions relatives à l'agriculture et à l'alimentation durable. C'est dans ce cadre-là aussi qu'on s'occupe au sein de notre équipe de restauration collective, donc de 30 millions de repas par an dans la restauration collective, et aussi d'un plan de sortie des plastiques de la restauration collective. Bon, c'est un petit peu en dehors du sujet, mais en tout cas, dans le cadre de la stratégie de Paris pour une alimentation durable, on a un fil rouge, le premier axe de cette stratégie, qui est celui de l'accessibilité de toutes et tous à une alimentation durable, et je crois que ça nous rassemble aussi aujourd'hui sur ces questions-là. Et donc c'est comme ça qu'on a été amené aussi à travailler ensemble au niveau de la chaire, puisqu'on a de nombreux projets de soutien aux acteurs de la lutte contre la précarité alimentaire, donc avec des soutiens financiers, de l'accompagnement, et puis notre rôle à nous sur le volet durabilité, c'est de retisser le lien entre la production et l'alimentation, et donc de se faire un petit peu ce maillon peut-être manquant pour retisser ces coopérations et ce dialogue nourri, voilà, pour remettre un petit peu de sens dans tout ça. Ouais. Oui, je peux compléter. Bonjour, oui, je suis Jacques-Olivier Blette, donc de la direction des espaces verts et de l'environnement de la ville de Paris. Moi, je travaille plutôt dans l'équipe pariculteur. Alors, je ne vais peut-être pas vous répéter les éléments de contexte que Audrey Pulvar vous a donnés tout à l'heure et qui étaient tout de même très complets. Moi, en complément, je peux peut-être plus parler de l'historique et de comment on en est arrivé à participer à cette chaire. Donc je me souviens, en 2012, on avait dû se rencontrer sur le cahier des charges d'un appel à projet sur l'innovation dans la végétalisation. Et en fait, cet appel à projet a préfiguré les appels à projet pariculteurs qui sont venus bien après, hein, puisqu'on avait déjà lancé cet appel à projet fin 2012. Ensuite, et donc là, on avait vraiment fait appel à AgroParisTech pour nous accompagner sur la définition des thématiques. Et juste pour la petite histoire, on avait raccroché cette thématique de l'agriculture urbaine un peu au dernier moment sur un appel à projet d'innovation, mais sur les 30 lauréats, la moitié étaient des porteurs de projets d'agriculture urbaine. Donc là, on s'était quand même aperçu d'une dynamique. Ensuite, je me souviens de la période 2015 où on avait développé 8 conférences sur l'agriculture urbaine, lors desquelles AgroParisTech était intervenu plusieurs fois, et en tout cas nous avait aidé à définir l'ensemble des thématiques de ces conférences. Je vous parle de conférences qui réunissaient entre 500 et 1000 personnes quand même, en 2015 sur cette thématique. On était quand même assez surpris par l'engouement sur le sujet. Ensuite, en 2017, on avait déjà établi un premier accord de partenariat entre la ville de Paris, AgroParisTech, sur un certain nombre de thématiques, par exemple les formations, avec la définition d'une formation. À l'époque, ce n'était pas un BPREA, mais avec l'école du Breuil, donc pour un petit peu mettre en place cette formation. On faisait appel à l'expertise d'AgroParisTech lors des appels à projets pariculteurs. On collaborait aussi sur la question de la pollution des sols. Je me souviens, à l'époque, il y avait le projet POTEX, potagers expérimentaux, pour analyser l'impact de la qualité de l'air, la pollution des sols sur les végétaux. Et par ailleurs, AgroParisTech menait un certain nombre d'études et nous mettions ces travaux en commun. Sur les politiques publiques en nutrition, mais je crois qu'il y avait une autre chaire qui était dédiée à ce sujet à AgroParisTech.
et l'économie circulaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec une thèse, je crois, sur le système alimentaire parisien, et également des travaux sur et des partenariats sur la biodiversité urbaine et les continuités logiques. Donc la participation à cette chaire en 2018, c'est presque une suite logique des travaux qui avaient été menés préalablement. Donc on a rejoint la chaire pour réaliser des actions communes sur les mêmes thématiques. Et puis, alors je crois que c'est en 2021, on a signé une nouvelle convention de partenariat pour 3 ans avec la chaire. Et là, les thématiques, c'était plus la lutte contre la précarité alimentaire. Il y avait aussi la préservation de la biodiversité et la préservation de la ressource en eau. C'était vraiment les 3 thématiques qui étaient mises en avant pour cette convention pluriannuelle d'objectifs. Bien, écoutez, merci pour l'ensemble de vos présentations. Alors là, c'était un cadre un peu général de la relation. On va faire un deuxième tour de table où je vais vous demander d'être plus précis, plus concret, parce qu'on est là pour célébrer les résultats de la chaire et ses travaux, et donc peut-être d'aller plus précisément sur des projets. Juste avant de vous redonner la parole, j'ai oublié de préciser qu'à la fin de ce tour de table, la salle aura la parole pour poser des questions. Donc préparez vos questions pour nos interlocuteurs et nos invités. Voilà, dans pas longtemps, ça sera à vous. Alors, je vais commencer cette fois-ci par Lorraine. Vous avez effectivement évoqué plusieurs axes de coopération. Donc, voilà, je vais vous demander de faire un focus sur un projet en particulier à mettre en lumière et nous dire un peu à la fois les réalisations, les succès, les apprentissages, et puis aussi une ouverture que ça nous donne pour le futur, parce qu'on est là aussi pour célébrer l'avenir. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai qu'au-delà des aspects stratégiques que j'évoquais tout à l'heure, qui peuvent donner un peu le vertige parce que c'est des politiques publiques qui s'inscrivent sur le temps très long et qui prennent beaucoup de temps, puisqu'on parle quand même de transformer le système alimentaire, c'est pas une mince affaire. On a quand même aussi lancé des premières actions plus concrètes et on a donc des premiers accomplissements avec la chaire dont on est très, très heureux. Je parlerai notamment des premières sessions de formation et de sensibilisation qu'on a pu organiser. Alors nous, le relais, notre cible principale, comme je le disais, c'est les communes, donc à la fois les maires, leurs adjoints, et puis les agents des communes, des territoires, qui tous en fait s'emparent de cette question à différents niveaux, avec différentes caractéristiques territoriales aussi. Et donc on a organisé depuis 2021 7 sessions de formation avec les communes et les territoires qui ont rassemblé, je crois, plus de 80 personnes élus et agents confondus de 50 communes de la métropole en tout sur les 131, donc on est sur la bonne voie, on n'a pas encore touché tout le monde. Ces formations, elles portaient sur l'agriculture urbaine, les agricultures urbaines, pardon, dans leur diversité, pour sensibiliser justement aux différentes formes qu'elles peuvent prendre, mais aussi sur des aspects plus juridiques, techniques, qui sont aussi dans la réalité des politiques publiques au niveau local, et puis bien sûr les questions foncières, les questions d'appui pédagogique et de pollution des sols qui sont des problématiques très importantes sur le territoire de la métropole. Donc le fait d'associer des élus à ces formations, ça permet en fait d'abord comme je le disais, d'impulser en fait des politiques publiques ou des projets sur ces questions-là, de sortir d'une logique d'urbanisation qui était un peu le maître mot pendant des années et de redonner une place à l'agriculture en ville grâce à des outils qui viennent directement du milieu académique, et puis essayer de créer un imaginaire un peu commun aussi sur ces questions-là dont ont besoin les élus en fait pour travailler ensemble.
avoir une vision un peu plus coopérative des politiques publiques. Et puis côté services et agents, transmettre en fait et valoriser les outils qui sont développés par les chercheuses, les chercheurs, des outils, des travaux qui méritent qu'à être valorisés sur le terrain et qui permettent en fait le déploiement de projets très concrètement. Donc on a du mal à évaluer encore aujourd'hui comment et à quel point les projets ont ou vont émerger grâce à ces outils, mais en tout cas on a vu les personnes présentes prendre bonne note des informations, et c'est sûr que la montée en compétences se fait grâce à ces formations. Donc voilà, on est très, très heureux de ça. Souvent ces formations, elles s'adossent à des visites terrain qu'on organise aussi en lien avec d'autres partenaires comme la FAUP, l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, pour qu'on puisse aussi illustrer la diversité des formes d'agricultures urbaines qu'on a sur la métropole du Grand Paris. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut organiser quand on peut, et c'est toujours très, très chouette. Et puis bien sûr, il y a un volet formation interne, Christine l'évoquait tout à l'heure, mais on accueille grâce à la chaire des stagiaires incroyables et qui nous permettent aussi de bien avancer sur ces sujets-là, et puis d'avoir des profils qui pourront, on espère, porter ces sujets dans d'autres collectivités. Voilà, merci. Je retiens donc les maîtres mots de la formation et de l'importance finalement de cette formation dans la construction des projets. Je passe maintenant la parole à la ville de Paris, donc à Magali et à Jacques-Olivier, pour même question pour vous, hein, donc d'après une présentation d'expériences concrètes et de réalisations concrètes, chacun dans vos domaines d'intervention et d'expertise. Oui, alors moi je vais vous donner quelques exemples concrets de la collaboration avec la chaire, et je vais vous parler d'un voyage d'études qui a été organisé récemment à Toulouse, qui nous a beaucoup apporté, puisqu'on s'est rendu compte à Toulouse qu'on avait des porteurs de projets qui étaient en contact avec des pariculteurs parisiens, qui soit les avaient inspirés, soit les avaient aidés à mettre en œuvre leurs projets. Et sur deux exemples, mais complètement, pas dire à l'opposé de l'un de l'autre, mais il y a un projet, c'était des tours aéroponiques sur une toiture, avec un porteur de projet parisien, Cueillette Urbaine, qui avait accompagné, c'était les fermes Yonaka, sur une toiture du marché international de Toulouse. Et un autre projet, qui est plutôt un projet de maraîchage au sol, avec un volet insertion, qui avait été accompagné par un porteur de projet qui s'appelle Pépin Production, qui est un pariculteur parisien. Donc ça, vraiment, j'ai découvert sur place qu'on avait beaucoup de porteurs de projets qui s'inspiraient des pariculteurs pour développer leur activité. Sur le volet social, moi j'ai découvert deux projets que j'ai retrouvé d'ailleurs à d'autres endroits ensuite. Il y avait un projet qui était un projet de maraîchage en pied d'immeuble d'une résidence sociale, avec un bailleur social qui consacrait un budget, anciennement son budget d'exploitation et d'entretien des espaces verts plutôt à la mise en œuvre et au fonctionnement d'un projet d'agriculture urbaine. Et ce projet-là, j'étais hier et avant-hier à Lyon aux journées du réseau des acteurs engagés de l'agriculture urbaine organisé par l'Association française d'agriculture professionnelle. Et j'ai vu exactement le même projet, mais avec un autre bailleur social du Grand Lyon qui avait mis en œuvre un projet assez similaire à Lyon. Et à Paris, nous, on commence à avoir des porteurs de projets qui font aussi ce genre de projets dans des résidences, au pied d'immeubles de résidences sociales. Et un autre projet, alors qui n'a rien à voir, qui a été organisé c'est des carrés maraîchers qui ont été mis en place en milieu périurbain, avec un système assez original qui consiste à cultiver un champ dans le sens de la longueur,
Et les personnes viennent récolter ensuite dans l'autre sens les différents aliments qui sont cultivés. Et je crois que c'est pas cher du tout, ça devait être aux alentours de 9 € par semaine pour environ 60 mètres carrés cultivés, mais cultivés par une association qui fait ça pour les habitants. Et ça, c'est quelque chose de très original qui nous a vraiment... on l'a trouvé très inspirant. Et puis, pour finir sur ce rapport d'étonnement, nous avons aussi visité un site, alors là, plutôt en milieu péri-urbain, voire rural, sur la commune de Blagnac, qui a développé une politique publique de préservation de ces terres agricoles et pour y installer des maraîchers. Et donc ça, nous, à la ville de Paris, on a un peu mis le pied dans ce genre de choses. Avec les dernières éditions des pariculteurs, on est allé chercher sur notre patrimoine des terrains de plus en plus grands pour les mettre à disposition de pariculteurs. Pour autant, on n'est pas encore là, mais en tout cas, c'est vraiment des éléments qui nous permettent d'y réfléchir et d'essayer de trouver des solutions. Du coup, côté division alimentation durable, pour continuer un petit peu sur ces sujets, on a notamment bénéficié de tous les échanges, évidemment, et de ce réseau que vous avez mis en place, notamment sur le territoire zéro précarité alimentaire. Ça nous a permis de réfléchir et de continuer à avancer sur ces réflexions. Aujourd'hui, sur la lutte contre la précarité alimentaire, on avait certains dispositifs qui ont démontré leur efficacité. Donc, c'est notamment de diversifier l'approvisionnement de l'aide alimentaire, des cuisines partagées ou des épiceries sociales et solidaires en finançant l'achat direct à des producteurs locaux de denrées, de fruits, de légumes, de légumineuses, etc., pour arriver à apporter une diversification un petit peu de l'alimentation pour les personnes qui en sont les plus éloignées. Mais c'est vrai que toutes ces réflexions qui ont cours en ce moment, avec le contexte évidemment d'inflation, etc., sur les territoires zéro précarité alimentaire, ont invité la ville à partager les expériences dans les autres collectivités, notamment avec le département de la Seine-Saint-Denis, la métropole du Grand Paris et toutes les autres, et nous ont amené à identifier certains types de dispositifs comme des chèques alimentaires, des transferts monétaires, et grâce à la recherche, au monde de la recherche évidemment qui est le vôtre, de commencer à regarder ensemble comment on pourrait nous aussi sur le territoire expérimenter dans des quartiers politiques de la ville, auprès de publics spécifiques, des étudiants, etc., ce type de dispositif. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est hyper intéressant et hyper riche pour la ville de Paris grâce à votre intervention. Qui est d'ailleurs un sujet, on disait également les sujets d'ouverture pour l'avenir, et là le territoire zéro précarité alimentaire, c'est vraiment, je pense, ce qui va vous occuper et nous occuper dans les quelques mois à venir. On aimerait résoudre tout ça en un mois, mais ça ne se fera pas, hélas. Donc maintenant, je me retourne vers Adeline. Même question pour la Fondation Carrefour. Vous avez évoqué l'accompagnement de la chaire dans votre mission de transition solidaire. Et donc, voilà, nous décrire un projet ou des projets en particulier que vous souhaitez pour mettre à l'honneur la chaire aujourd'hui. Merci. Je pense à un projet, c'est la thèse de Paola Clérino. C'est un très chouette projet. En fait, ce que tu disais tout à l'heure, la chaire, elle fabrique des outils dont vous pouvez vous servir. Et la thèse de Paola, c'en est un exemple typique, en fait. Parce qu'elle est partie d'un constat assez simple, c'est qu'il y avait une augmentation assez incroyable des projets d'agriculture urbaine dans les pays du Nord. Et donc, fort de ce constat-là, elle a analysé un petit peu les projets qu'il y avait. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, il y avait plein d'agriculture urbaine, plein de projets d'agriculture urbaine et plein de façons de la pratiquer, plein de façons de la faire, et que les acteurs étaient très variés. Il y avait autant des collectivités, des bailleurs que des experts. Et en fait, ils rencontrent tous la même problématique, c'est comment évaluer la durabilité de leur projet. Et c'est une question qui est
indispensable en fait pour eux, pour pérenniser leur projet et pour s'améliorer constamment, pour rendre la nourriture plus accessible, pour renforcer les liens entre la ville et l'agriculture. Et donc en fait, au lieu de créer un outil, elle a eu la magie d'en créer deux outils d'évaluation. Alors je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce n'est pas ma thèse et qu'elle est bien plus placée que moi pour en parler, mais pour le faire de façon assez synthétique et peut-être avec mes mots, le premier outil qu'elle a créé, c'est un outil qui est basé sur de l'évaluation qu'on peut retrouver dans les milieux ruraux et elle l'a adapté à l'agriculture urbaine. Et donc, pour reprendre peut-être ces mots, on rentre des données dans un fichier Excel et on en ressort un résultat. Et elle a fait un deuxième travail qui est super intéressant. Elle a vraiment essayé de encore plus co-construire avec les porteurs de projets. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle l'a travaillé avec eux, elle l'a analysé avec eux. Et elle a essayé de donner des clés et que chaque porteur puisse évaluer son projet en fonction un peu de son prisme et des sujets qu'il souhaite adresser. Et donc de construire ces outils d'évaluation-là. Et je trouve que c'est vraiment chouette. Et elle a identifié un certain nombre d'objectifs pour évaluer la durabilité. Je les citerai pas tous, mais il y en a certains qui sont intéressants. Et puis il y a aussi la contribution à l'éducation, à l'environnement et à l'alimentation des citadins. Et je trouve que ces deux objectifs sont très parlants aujourd'hui et dont on en a crucialement besoin. Donc voilà, je pense que c'est un très, très beau projet, en tout cas, qui a été soutenu par la chaire d'agriculture urbaine et qui a été mené avec brio par Paola. Donc voilà, et en plus elle a contribué largement à la diffusion en fait du résultat de sa thèse à travers un certain nombre d'articles. Je crois qu'il y en a eu 3. Elle a participé à des colloques. Enfin voilà, en plus elle est super active là-dessus. Donc voilà, je trouve que c'est un très bel exemple de ce que la chaire permet de faire et de donner à tous et à toutes. Par rapport à nos sujets de demain, c'est vrai que la Fondation arrive sur une fin de mandat, en fait. Donc on est en train de travailler sur le mandat à venir, sur 2024-2026. On est en échange très étroit avec Fanny, Christine. Et donc voilà, pour le coup, on est encore en train d'échanger dessus, mais la question de la précarité alimentaire, en tout cas, est un sujet qui est brûlant d'actualité. Donc je pense que ça fait partie des pistes qu'on peut aussi évoquer, notamment à travers le réseau OPA. Mais il me semble qu'il va y avoir une table ronde où le sujet va être abordé un petit peu après. Donc je ne m'avancerai pas là-dessus. Voilà. Très bien. Écoutez, merci à tous pour ces témoignages. J'aimerais dire quel beau bilan, quelle belle réalisation et quelle belle perspective d'avenir, parce que je pense qu'il y a encore plein de sujets. Alors, je vais essayer de me lancer dans une synthèse rapide des points que vous avez mis en avant. J'ai repéré dans vos différentes interventions un apport finalement du partenariat avec la chaire qui va de la construction de la stratégie en matière d'agriculture urbaine et d'alimentation durable, en passant par le diagnostic et les outils d'évaluation, donc des outils concrets, et la thèse de Paola en fait partie, et puis l'enjeu fondamental et essentiel de la formation que vous avez évoqué, à la fois la formation des acteurs impliqués, mais aussi la formation pour impliquer des parties prenantes et encourager les parties prenantes à prendre part à l'aventure, et puis bien sûr toujours par l'apport des connaissances qui sont nécessaires. Alors plusieurs projets ont été évoqués, donc les projets type pariculteur et la contribution de la chaire pour la définition des sujets de pariculteurs, les outils d'évaluation comme vient de l'évoquer Adeline pour la fondation, ou les programmes de formation qu'a évoqué Lorraine pour la métropole du Grand Paris. Il y a bien sûr le sujet fondamental, et ceux qui me connaissent un peu savent à quel point il m'est cher, celui de la précarité alimentaire, mais dont on reparlera, donc celui du réseau OPA, et dont on reparlera dans la prochaine table ronde.
En fait, j'aimerais, avant de donner la parole au public, je précise quand même que cet apport de connaissances, il intervient soit par un transfert direct des connaissances, ça c'est voilà, le rôle des chercheurs, ils ont des connaissances et ils les distribuent dans la société, mais il intervient aussi grâce, vous l'avez dit, aux différentes visites, aux différentes rencontres et à l'interconnaissance finalement des différents acteurs, et ça c'est très important, c'est bien le fait de se rassembler, de discuter de sujets qui finalement permet d'avancer et de poser peut-être aussi les bonnes questions. Vous avez aussi souligné que les projets qui sont menés avec la chaire sont des projets à différents temps. Il y a les projets sur le temps court, ça c'est les stages d'étudiants, c'est les projets d'ingénieurs. Là encore, je souligne le lien avec nos formations qui est aussi très précieux et très important. Là, c'est ma casquette d'enseignante que je vais présenter. Mais il y a aussi le temps long, et le temps long, c'est celui des thèses d'abord. C'est aussi le temps des projets qu'on met en place concrètement, la mise en place donc d'outils ad hoc, d'approches méthodologiques et dont certaines ont l'ambition même de structurer des filières. On en reparlera probablement tout à l'heure quand on parlera de lutte contre la précarité alimentaire. Vous avez également donné des pistes et des idées pour des chantiers d'avenir et on ne peut que vous en remercier. Alors, une fois n'est pas coutume, pour clôturer finalement cette table ronde, j'aimerais revenir à la définition des termes de l'intitulé de la table ronde. Normalement, on commence toujours par la définition des termes. Et notamment, moi, ce thème de thématique hybride. Alors j'ai regardé un petit peu à droite, à gauche et je me suis fait une petite définition de thématique hybride et je me suis dit, finalement, en regardant à droite, c'est bien la combinaison ou la fusion de plusieurs éléments, idées, concepts, on est en plein dedans là, des techniques ou des disciplines, on est aussi en plein dedans, pour résoudre un problème, créer un produit innovateur et souvent multidimensionnel, et c'est vraiment, là encore, on est en plein dedans. Je pense que vos témoignages ont permis de bien incarner le caractère hybride des sujets qui sont abordés par la chaire et la nécessaire combinaison des approches et des points de vue sur ce sujet. Et à ce sujet, vous avez tous souligné la diversité et la complémentarité des approches entre les chercheurs, réputés finalement pour leur neutralité et pour leur apport en cadre méthodologique, et vous, les acteurs du terrain, qui portez pour certains des politiques publiques à décliner sur le terrain, et en tout cas, pour tous, une visée pragmatique, celle d'avancer sur le sujet de la durabilité de l'alimentation et de la résilience des villes et des territoires. Donc merci à tous. Et donc pour terminer maintenant, la parole est à la salle. On va prendre un petit temps et je laisse peut-être Clotilde, je ne sais pas si un micro va circuler. Oui. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais faire passer le micro. Des questions, des commentaires, enfin tout ce qui peut enrichir la discussion. Bonjour, Alexandra Orsin de chez Paris La Défense. J'ai une question qui relève plutôt des dynamiques territoriales que vous auriez pu observer sur les 5 dernières années. Est-ce qu'il y a une forme de rééquilibrage Est-Ouest entre les collectivités qui étaient plutôt intéressées par l'agriculture urbaine et qui notamment font partie de pariculteurs dans les premiers appels à projets et aujourd'hui les nouvelles collectivités formées, notamment par les métropoles, ou qui seraient intéressées par les nouvelles appels à projets pariculteurs? Oui, merci pour cette question. Alors effectivement, il y avait une répartition territoriale assez nette il y a encore quelques années, je pense, sur des communes de la Seine-Saint-Denis notamment qui travaillaient depuis très longtemps sur les questions d'accessibilité à l'alimentation et ou grâce à l'agriculture urbaine. Beaucoup moins dans le département des Hauts-de-Seine pour des raisons aussi peut-être de morphologie du territoire et de portage politique, et aujourd'hui c'est plus le cas.
on sent vraiment un rattrapage sur ces sujets-là, y compris dans des communes plus aisées, qui ont compris en fait l'intérêt de la sensibilisation à l'alimentation, y compris voilà, pour des familles ou des ménages qui sont pas en manque immédiat d'alimentation de qualité. Mais qui souffrent aussi en fait de cette déconnexion énorme avec l'alimentation et l'agriculture. Donc oui, on observe ça. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Oui, alors en complément sur Paris intramuros uniquement, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si on regarde la carte un peu historique de l'agriculture urbaine récréative, c'est-à-dire les jardins partagés, là clairement c'était une carte où on voit qu'il y a tout est à l'est de Paris. Enfin, en tout cas, la majorité des projets sont plutôt dans la partie est de Paris. Et si on regarde ensuite la carte des projets plutôt d'agriculture urbaine professionnelle, il y en a encore beaucoup à l'est de Paris, mais on commence à en voir de plus en plus, un peu mieux répartis sur le territoire. Voilà, c'est peut-être un peu ça, ce que l'agriculture urbaine professionnelle a amené, c'est que l'agriculture urbaine professionnelle, donc non récréative et non participative, se développe beaucoup plus un peu partout sur le territoire parisien. C'est peut-être ça la différence qu'on peut noter. Bonjour, Dominique Lefebvre. C'est juste une petite question par rapport à l'Agence de la transition écologique, l'ADEME. Quelle est sa part active dans le partenariat avec vous tous et toutes de l'ADEME, ADEME? Mais ils sont là, je crois, donc ils vont pouvoir vous répondre sûrement. Ben voilà, oui, il est là, Philippe Moina. Invité surprise. Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu la question, mais donc c'est la contribution de l'ADEME à la chaire d'agriculture urbaine, c'est ça. Actuellement, on n'en a pas, parce qu'en fait c'est une activité qui est pour nous assez récente à l'ADEME Île-de-France, mais nous avons des discussions, voilà. Donc peut-être bien que dans le futur on aura une forme de partenariat qui est en train d'être discutée. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à faire signe. Bonjour, Boris d'École Vert. Petite question par rapport au PAT, notamment à Lorraine. Est-ce qu'il y a des liens entre les différents PAT de la ville, du département, de la métropole, et des liens aussi avec les bassins de production en Île-de-France? Et aussi une petite remarque, vous êtes allé faire un voyage d'études à Toulouse, vous êtes cordialement invité en Bretagne également. Voilà, merci. C'est prévu. Merci beaucoup pour cette question. J'y réponds rapidement et j'enverrai la parole à Magali, puisqu'on travaille étroitement ensemble sur un projet qui vise justement à structurer des filières en lien avec les territoires agricoles du bassin de la Seine. Les liens se structurent entre les différents PAT qui émergent sur la métropole. On en a 6 à l'échelle de la métropole du Grand Paris, à différentes échelles, ce qui n'est pas toujours facile à gérer, mais c'est des projets assez émergents. On sent que les coopérations se structurent et l'idée c'est qu'en fait chacun dans le prisme de ses compétences peut apporter sa pierre à l'édifice. Donc ça avance plutôt dans le bon sens. À l'échelle régionale, il y a aussi un réseau francilien des projets alimentaires territoriaux qui est en train de se structurer pour justement faire le lien entre les projets urbains et les projets plutôt périurbains ou ruraux à l'échelle francilienne. Et pour ce qui est du bassin de la Seine, Magali, je te laisse la main. Et pour ce qui est du bassin de la Seine, on lance une association Agri-Paris-Seine qui vient d'être lancée, constituante en juillet 2023. Elle passe d'ailleurs au Conseil de Paris aujourd'hui sur le financement de la ville. Et donc c'est une association de coopération entre plusieurs collectivités, comme le disait Lorraine, donc sur le bassin de la Seine, avec Le Havre, avec Rouen, avec Haute-Paris, le PETR du nord de Lyon, la métropole du Grand Paris, le département de la Seine-Saint-Denis, et Paris, je crois que
Et voilà, et je pense qu'on est à 7. Donc on commence avec cette coopération-là, et l'idée c'est de structurer les filières d'approvisionnement. La première brique est donc de nouer ces fameuses coopérations entre les territoires ruraux et les territoires urbains, et de commencer avec la première brique de la restauration collective, vu que c'est un peu les compétences premières qu'ont toutes les collectivités et qui sont partie prenante. Et donc l'idée de cette association, il y a 4 piliers un peu fondateurs, qui est de faire du plaidoyer, parce qu'on sait bien qu'à l'échelle des collectivités, tout ne se décide pas à cet échelon-là, bien sûr. Il y a du national, il y a la PAC, c'est au niveau européen, etc. Donc on a besoin d'un fort plaidoyer. La mise en réseau des acteurs, puisqu'on a besoin de porter en commun des études, de monter un observatoire aussi un petit peu de où est le foncier, où sont les lieux de transformation, comment on mutualise, enfin comment on co-construit finalement toute cette thématique de logistique, de proximité, etc. Et puis d'aller chercher des financements, puisque c'est quand même encore et toujours le nerf de la guerre. Donc voilà, avec cet observatoire en plus pour lancer les premières études de préfiguration. Donc on est vraiment là pile dans le moment où il y a une équipe qui est en train d'être recrutée pour que cette association voit le jour très concrètement d'ici la fin de l'année, on peut se dire, je pense. Peut-être rajouter qu'il y a aussi la question de la contractualisation avec les agriculteurs aussi, qui sont impliqués finalement dans tous ces PAT, enfin tous ceux qui sont là. Et je voulais signaler aussi que peut-être que c'est autant de sujets pour la collaboration avec la chaire d'une manière générale, parce que tous c'est des choses qui ont été faites par le passé et qui pourront toujours être faites dans l'avenir. Donc tout va bien. Jeanne-Dominique Billotte, Nancy Toul, Ampette et Cagette. Ma question, c'était que j'ai entendu beaucoup parler de partenariat. J'aurais voulu savoir comment se passe le partenariat de construction avec les citoyens eux-mêmes. Oui, bonjour. Donc, vous mettez effectivement le doigt sur un vrai sujet. Comment construire des politiques publiques de développement de l'agriculture urbaine en collaboration avec les habitants, et c'est vrai que c'est une question qu'on n'arrête pas de questionner, puisque développer des projets d'agriculture urbaine professionnelle sur les pariculteurs, je vous donne un exemple, nous, on fonctionne par appel à projet, c'est-à-dire qu'on va chercher des sites disponibles auprès d'un réseau de partenaires, publics ou privés. On regarde aussi sur notre patrimoine de la ville de Paris. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné 100, 200 sites, on prend les 20 ou 30 plus intéressants et on les met en concurrence lors d'un appel à projet. Ensuite, on nomme un lauréat en accord avec le propriétaire. Ensuite, on aide le porteur de projet à s'installer. Et les habitants, dans tout ça, ils sont où, en définitive? Quand est-ce qu'on les a consultés? Donc si on les consulte au moment du programme, de dire qu'est-ce qu'on va faire sur ce site, ça veut dire que la ville va consulter sur la base d'un programme, donc ça va devenir une commande publique, donc c'est plus un appel à projet. Ensuite, si on concerte sur le projet, ça veut dire qu'il va falloir demander à chaque candidat d'aller faire une concertation avec les habitants. Ils n'ont pas les moyens de faire ça. Enfin, ça va leur demander un temps assez important. Donc ça, là non plus, on ne sait pas comment faire pour l'instant. Alors il y a une autre possibilité. Il y a certains projets d'agriculture urbaine qui s'installent, par exemple, suite au budget participatif. Je pense qu'il y a plusieurs communes qui font ça. À Paris, je crois que c'est 5% du budget d'investissement qui est voté, qui est proposé et voté par les Parisiens. Et donc, parmi ces projets-là, il y a des projets d'agriculture urbaine. Donc là encore, on vote un budget, voilà, le projet peut s'installer, mais il peut s'installer à un endroit donné. Mais cet endroit-là, si c'est un endroit qui appartient à la ville de Paris, il va falloir titrer le porteur de projet, donc il va falloir lui attribuer ce site, donc le mettre en concurrence. Donc, c'est-à-dire, là encore, on n'a pas encore l'outil qui nous permet de faire passer cette... de valoriser le fait que les habitants ont des choses à dire sur les projets. Pour l'instant, on n'a pas les outils qui nous permettent vraiment de faire participer les habitants sur des projets d'agriculture urbaine professionnelle. Et moi, à chaque fois que je rencontre des homologues d'autres villes, je leur demande si eux ont la solution.
Et on essaie vraiment de se creuser là-dessus. Je crois que c'est même une thématique qu'on a soufflé, parce qu'on a fait un travail assez important avec, justement, avec la chaire sur les réflexions sur l'avenir de la chaire, sur les sujets sur lesquels on va devoir travailler. Et moi, je me souviens bien, un des sujets qu'on a mis sur la table, c'est celui-là, c'est comment améliorer la participation citoyenne dans les projets d'agriculture urbaine professionnelle. Alors, je suis désolé, je ne vous apporte pas vraiment de réponse, hein, c'est-à-dire que je fais que dire que votre question est pertinente, mais voilà où on en est pour l'instant. Et peut-être pour compléter, c'est vrai qu'on travaille beaucoup aussi sur la territorialisation à Paris des politiques publiques, et que si ça ne se fait pas en amont, ça peut quand même arriver un petit peu juste après, et notamment avec les habitants des quartiers qui sont à proximité, et la mise en relation avec les personnes qui sont sur l'agriculture urbaine. On y travaille notamment avec l'AFOP, qu'on a rencontré la semaine dernière, sur comment on peut créer ce lien entre les habitants des quartiers qui ont sous leurs fenêtres les parcelles, et donc il y a quand même de la sensibilisation, il y a parfois des accueils de classe, enfin tout n'est pas non plus aussi noir, mais on aimerait encore et toujours monter à l'échelle, et c'est toujours cette question de comment on généralise et comment quelques expérimentations à un endroit ensuite peuvent faire boule de neige. Et puis il y avait peut-être un autre sujet sur lequel, pour aller plus loin, tout à l'heure je vous parlais de territoire zéro précarité alimentaire. Une des expérimentations qu'on va mettre en place à Paris, c'est celle d'une caisse alimentaire commune. Et donc typiquement là aussi c'est pour aller plus loin sur l'implication des habitants, sur comment on fait avec les habitants des politiques publiques. Et donc je ne sais pas si vous voyez ce qu'est une caisse alimentaire commune, c'est en lien avec toutes les idées émergentes de sécurité sociale de l'alimentation, de démocratie alimentaire. Et donc l'idée c'est justement avec les habitants, enfin d'avoir un groupe constitué de personnes très différentes, mais y compris de personnes en situation de précarité alimentaire elles-mêmes, et de les faire co-construire une politique publique, donc une caisse alimentaire. Donc, dans une caisse alimentaire, en fait, vous êtes à la fois contributeur et bénéficiaire. Donc tout le monde contribue pas au même niveau, mais en revanche tout le monde obtient le même montant. Donc je donne un exemple, vous pouvez contribuer à hauteur de 20 € ou vous pouvez contribuer à hauteur de 200 €. En tout cas, tout le monde recevra 100 € tous les mois pour pouvoir aller dépenser cet argent dans l'alimentaire, dans l'alimentation durable, et de recréer le lien avec la production, les producteurs. Et donc cette idée, c'est vraiment de co-construire une politique publique et en même temps de sensibiliser un panel d'habitants très large à ces questions-là. Donc c'est des projets qui sont évidemment au long cours. Il y a de nombreuses expérimentations, notamment à Montpellier, à Toulouse, à Grenoble, enfin il y en a vraiment beaucoup. Et la ville de Paris réfléchit à mettre en place une expérimentation, probablement dans un arrondissement du nord-est parisien. C'est pas un teasing immense, mais voilà. Donc a priori dans les prochains mois on va réfléchir à ça, et ce qui guide à ce type d'expérimentation, c'est évidemment d'impliquer au plus près les habitants à ces politiques publiques. Très bien, ben, je crois qu'on va arrêter là avec cette table. Oui. Suggestion en fait. Vous disiez que c'est très difficile de mobiliser les personnes, en fait, les publics, quels qu'ils soient, pour ces projets-là. Mais moi, je pensais aussi aux instances de participation en même temps. Et puis, dans les politiques de la ville, vous avez les conseils citoyens. Pour les personnes en grande vulnérabilité, vous avez les fameux CNPA, CRPL, CNLE. Moi, j'ai aussi le souvenir de personnes qui ont des logements sociaux, qui sont tout neufs et qui ont devant eux des terrains qui sont condamnés, enfin, d'ailleurs, vous savez, mais que voudraient bien les utiliser pour faire un jardin ou autre. Donc, peut-être se rapprocher aussi des bailleurs pour voir comment on peut, je ne sais plus qui parlait du bailleur tout à l'heure, mais on peut se rapprocher aussi de tous les acteurs éventuels pour essayer de co-construire, de construire ensemble, et puis de permettre surtout, moi je sais que les citoyens, ils voudraient bien avoir accès à ces jardins aussi, pouvoir construire, enfin cultiver dans leur ville. Parce que je vois, moi, dans ma ville à moi de Nice, il y a beaucoup de jardins partagés et les populations des politiques de la ville n'ont pas accès. Donc il faudrait s'ouvrir aux uns et aux autres. Donc il y a des possibilités, mais il faudrait chercher les publics là où ils sont.
Parce que moi, je parle de ça, parce que je suis dans différentes instances de participation, et on en parle beaucoup. Il n'y a pas qu'un seul type de public, il y a tout le citoyen, d'en bas jusqu'en haut. Je veux dire, il y a une partie qui est constamment oubliée. C'est celle dont vous parliez tout à l'heure, en grande vulnérabilité alimentaire. Donc voilà, c'est une façon de vous dire qu'on peut chercher le citoyen et le mobiliser. Voilà, merci. Merci pour votre intervention, et c'est sûr que les mentalités ça évolue, hein, donc ça évolue beaucoup, et actuellement je pense que dans l'esprit on sait que dorénavant il faut aller avec les gens et avec les utilisateurs de ces systèmes qui sont les créateurs normalement de ces systèmes. Alors merci à tous et à toutes pour votre participation, et donc je redonne la main à Clotilde. Merci beaucoup, je prends le relais tout de suite.